Bonjour. 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 Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode des RH contre-attaque. Eh bien, on est heureux de vous avoir ce matin avec nous pour parler de la thématique Covid-19, quelle stratégie de prévention à moyen terme. On a eu une belle journée hier autour de l'entreprise féministe, c'était le premier épisode, et puis aujourd'hui on a à nouveau deux thématiques qu'on aborde, et on va en parler avec nos invités du jour que je vais présenter. Donc on a Valérie Bardet, qui est ostéopathe et qui est consultante en santé au travail, qui également intervient comme praticienne en régulation émotionnelle. On a Estelle Bécu aussi avec nous, qui est praticienne de santé naturopathe, qui est formatrice en vitalité au travail. Toutes les deux interviennent pour les ateliers durables sur un certain nombre d'ateliers. Donc on a l'habitude de les recevoir en webinaire, on est content de les avoir avec nous. Et puis on a Nathalie Roussel-Duc également, qui est là aujourd'hui, qui est chargée de prévention et de promotion de la santé chez Mutualia Grand Ouest et qui pourra témoigner un petit peu de ce qu'elle a pu mettre en place avec les adhérents. Et puis je termine sur Marie-Hélène, évidemment. Marie-Hélène, je te laisse te présenter. Marie-Hélène, moi je m'occuperai de la modération pendant l'heure que l'on va passer ensemble. Donc n'hésitez pas à interagir. Je serai votre voix, votre porte-parole. Et je suis coordinatrice qualité de vie au travail aux ateliers durables, accessoirement, principalement. Voilà. Bon, en tout cas, je suis ravi parce que je vois qu'il y en a certains qui étaient déjà là hier, qui reviennent aujourd'hui. Donc, bienvenue Mathis, bienvenue à tous ceux qui sont là. On a un programme assez chargé aujourd'hui, donc je vous propose qu'on aille directement sur le programme du jour. La première partie qu'on va aborder, on l'a intitulée « Après le choc septique, la maladie chronique ». L'impact du Covid sur la santé au travail un an après. Vous savez que la santé, telle que le définit l'OMS, c'est un bien-être complet, physique, mental et social. Donc, on ira explorer toutes ces dimensions-là avec nos invités. Dans une deuxième partie, on parlera de la santé au-delà du protocole sanitaire et ça sera tout un retour d'expérience et d'action qui marche qu'on va essayer de détailler ensemble. Et enfin, on verra comment les RH finalement s'inscrivent dans une maille un peu plus large en troisième partie et comment on peut construire une stratégie cohérente avec l'ensemble des acteurs de la prévention. On pense aux managers, on pense aux praticiens de santé qui travaillent dans le monde professionnel. Voilà, donc un gros programme pour aujourd'hui. En préparant cet épisode, je regardais où est-ce qu'on en était un an auparavant, donc le 9 mars 2020. Et on en était on commençait à découvrir ce virus. On était à 1000 contaminations par jour. Et en fait, depuis un an, le virus s'est imposé dans nos vies, s'est imposé dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, on est là un petit peu pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et voir au-delà de toute la réorganisation que ça a imposé, également tous les changements que ça a créé dans vos structures et comment vous avez pu vous en sortir. Donc, on va commencer peut-être par Nathalie sur cette première partie qui va peut-être nous faire si tu veux bien, Nathalie, nous parler de comment c'était vécu de ton côté sur le terrain. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Mutualia Grand Ouest, juste pour resituer, c'est une complémentaire santé et prévoyance. Et on est tous les collaborateurs sont disséminés un petit peu sur les 4 régions du Grand Ouest. Et il y a un an, quand le premier confinement est arrivé, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la culture du télétravail dans notre entreprise, et donc on s'est retrouvé vraiment dans l'isolement. Par rapport aux collègues et tous les changements inhérents à se retrouver à travailler du jour au lendemain à la maison. Et via les managers, via les échanges entre nous, entre collègues, on a pu avoir des remontées autour de justement une baisse de morale et puis également physiquement quelques mots quelques mots autour de
autour de bah ouais, je reste coincée chez moi, j'ai mal au dos, voilà. Donc nous, on a eu ces constats-là, et donc ça a déclenché une réflexion dont on parlera un petit peu plus tard. Merci Nathalie. Estelle, est-ce que toi, tu as ressenti exactement les mêmes, c'est les mêmes symptômes qui sont arrivés aussi bien dans ta pratique en cabinet que quand tu rencontres des salariés en entreprise? Eh bien, alors moi qui aide les personnes à conserver ou à retrouver la vitalité, moi je constate beaucoup de fatigue, fatigue qui est liée à ce besoin permanent d'adaptation depuis 1 an. Une forme de lassitude. Alors la fatigue, elle est autant physique que mentale, mais la lassitude, elle est plus mentale face au manque de visibilité de la période. Et puis beaucoup de problématiques liées à l'hyperconnexion, qui est assez inévitable aussi, puisque nous sommes là, même en ce moment, connectés ensemble pour pouvoir échanger. Et c'est un peu toute la journée comme ça, et de grandes difficultés du coup croissantes pour certains à séparer vie professionnelle et vie personnelle, que ce soit au quotidien, le soir ou pendant les vacances même. Il n'y a plus vraiment on ne sait plus très bien si les personnes sont en télétravail ou en vacances, et donc les personnes elles-mêmes doivent faire preuve un peu de discipline pour ne pas se connecter, etc. Voilà, ça demande une forme, oui, d'autodiscipline. Et puis, alors du coup, ces phénomènes d'hyperconnexion et de difficulté à séparer, à étanchéifier vie pro, vie perso, ça peut évidemment entraîner plus de stress et surtout des problèmes de sommeil, dont on reparlera un petit peu plus tard. D'accord. On a parlé donc du coup de généralisation du télétravail. Est-ce que Valérie, tu fais le même constat qu'Estelle là-dessus, en termes de problèmes peut-être liés à la sédentarité qui sont arrivés chez tes patients? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment ces 2 notions qui sont un petit peu différentes. Tu parles de sédentarité et il y a aussi cette notion d'inactivité physique qui est un peu différente. La sédentarité, c'est je reste assis. Et on nous dit qu'au-dessus de 7 heures par jour où je reste assis, il y a une corrélation avec des troubles du métabolisme. Ça peut être du surpoids, ça peut être un peu d'hypertension, et puis ça va être aussi beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est la première notion de sédentarité, je reste assis. Et puis l'autre, c'est l'inactivité physique, et pas nécessairement l'inactivité sportive uniquement, puisque les salles de sport sont fermées, mais aussi le fait de est-ce que je marche, est-ce que je fais des choses même domestiques, même une activité domestique. Donc nécessairement la sédentarité et l'inactivité physique ont des répercussions sur le système musculo-squelettique. Donc j'ai vu des corps qui souffraient beaucoup plus que d'habitude. Aussi des troubles sur la vision. Je trouve que le fait qu'on accommode de très près avec les ordinateurs, qu'on soit beaucoup en visio, et bien nécessairement il y a eu plus de myopie, il y a eu plus de troubles de l'accommodation. Dès qu'on regarde des écrans, on scie beaucoup moins des yeux, donc ça crée des troubles de l'hydratation. Donc il y a énormément de difficultés physiques liées à ça, et puis souvent avec un matériel inadapté. Moi j'ai des patients qui me disent j'ai hâte de pouvoir retourner au travail parce que j'ai envie de retrouver mon fauteuil et ma chaise, et j'en ai assez de travailler dans mon canapé. Donc il y a cet aspect aussi du matériel à envisager, du matériel plus adapté. Et enfin, il y a un mot que j'aime bien qui s'appelle la Zoom fatigue, parce que j'aurais envie de parler de l'épuisement mental qui est lié aux discussions vidéo qu'on est en train de faire là tous ensemble, et qui est beaucoup en lien avec le manque de communication non verbale. C'est-à-dire que les mots que je suis en train de vous donner là parlent à votre esprit rationnel, mais les messages qu'envoie mon corps, ma voix, mon visage, et qui sont d'habitude captés par les parties les plus profondes de notre inconscient, sont souvent biaisés par le cadrage, par le fait que là, justement, on est en train de mettre un slide, et puis avec des décalages intempestifs, des distorsions, parce que le son n'arrive pas en même temps que l'image, et ça crée énormément de suractivité mentale, énormément d'épuisement mental, sans parler des écrans, si vous voulez, qui deviennent miroirs, c'est-à-dire que non seulement
je regarde ce qu'il y a à l'écran, mais en plus, je me vois. Donc, j'ai le retour de ma propre image. Et ça occupe énormément de capacité mentale. Et donc, voilà, il y a de quoi nourrir la zone fatigue. Merci Valérie. C'est vrai que du coup, tu parles de distorsion et aussi qu'on ait mal en fait ces fonctionnements autour de notre inconscient, de ce qui se produit quand on est comme ça soumis à une fatigue visuelle continue. Finalement, on apprend petit à petit à connaître le virus et on en découvre un petit peu plus chaque jour. Mais j'ai l'impression que notre propre système et notre propre fonctionnement, on le connaît pas si bien que ça. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle avec Estelle parce que Estelle, tu interviens chez nous, tu fais souvent des conférences sur tout ce qui est système immunitaire et comment on peut renforcer ses défenses immunitaires. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit mot et voilà, est-ce que c'est une dimension qui est explorée justement dans la lutte contre le virus? Oui, bien sûr. En fait, le fonctionnement du système immunitaire est beaucoup mieux connu scientifiquement, finalement, que le fonctionnement du virus aujourd'hui. En revanche, le fonctionnement du système immunitaire reste toujours assez peu connu du grand public. Et l'enjeu, il est là, c'est de diffuser cette connaissance à tout un chacun, avec plusieurs objectifs. Déjà, expliquer pour donner de l'autonomie, comment sont organisées, comment agissent nos différentes barrières intérieures, nos barrières du système, nos barrières naturelles, nos défenses naturelles, déjargonner, parce qu'on a de plus en plus maintenant dans les médias des mots de cytokines, lymphocytes qui arrivent, mais finalement le grand public ne sait pas trop de quoi il s'agit. Ensuite, rassurer, ça c'est assez fondamental dans la période, rassurer pour moins d'anxiété. En fait, tout est prévu dans notre organisme pour faire face à ce virus et à toutes les agressions auxquelles nous sommes confrontés au niveau du système immunitaire. Et puis surtout, ça c'est la partie en général la plus importante dans mes interventions, c'est effectivement donner des clés pour agir au-delà du seul port du masque et de la distanciation physique qui évidemment sont essentielles. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus moi à mon niveau pour, au cas où quand même le virus parviendrait de façon sournoise à entrer chez moi, qu'est-ce qui pourrait faciliter son évacuation en fait, sa neutralisation. Alors, on sait, le système immunitaire repose sur un équilibre de l'hygiène de vie globale, mais il y a vraiment des petites choses des petites ou des habitudes de vie, on va dire, très spécifiques qui peuvent vraiment changer et soutenir cette fameuse belle mécanique qui me fascine toujours autant, moi, à chaque fois que j'en reparle. Tu as des petits exercices comme ça, Estelle, que tu peux nous proposer ou enfin. Oui, alors souvent, les conseils, ils portent beaucoup sur l'alimentation, sur le sommeil, etc. Mais il y a un exercice tout simple que je vous propose et qui va vous permettre en plus de découvrir où se trouve le thymus. Le thymus, c'est quoi? C'est une petite glande dans laquelle se développent les fameux lymphocytes T, T comme thymus. Et ce thymus se situe à la base du cou, c'est-à-dire au carrefour entre les deux clavicules, juste en dessous de la thyroïde. Donc cet exercice, on va pas le faire au quotidien en cas d'hyperthyroïdie, mais pour toutes les autres personnes, parce que ça peut stimuler aussi la thyroïde, ce qui ne serait pas souhaitable dans ce cas-là. Mais tout le monde, sinon, peut tout simplement tapoter cette zone-là de façon plus ou moins vigoureuse, un petit peu comme Tarzan si vous voulez, en sortant de la douche ou sous la douche, pour réveiller la zone du thymus qui est le berceau de ces lymphocytes T. Voilà. Et puis alors là, on a un peu l'impression de ressembler à King Kong, quoi. Non, c'est un peu plus bas normalement. Voilà. On déploie notre puissance intérieure, physique et mentale au passage. Merci Estelle pour ce petit exercice. Alors je sais que tous les matins on propose aussi une vidéo et tu interviendras jeudi sur le super pouvoir du microbiote. Mais peut-être que tu peux nous en dire un petit mot peut-être dès maintenant. Alors pourquoi pas? Oui, donc ce microbiote qui est logé dans notre deuxième cerveau, notre ventre, il a vraiment des fonctions importantes à la fois, on sait ça depuis longtemps au niveau du système immunitaire, puisque 80% du système immunitaire en fait est logé au niveau du microbiote, enfin du deuxième cerveau, et le microbiote communique avec le système immunitaire. Et là, ce qui est plus récent, c'est ce dont on s'aperçoit, ce dont les scientifiques s'aperçoivent depuis une dizaine d'années, c'est que ce microbiote, il a aussi une influence sur notre état mental. Et ça, c'est
beaucoup plus surprenant, mais c'est avéré, à la fois sur notre état mental ponctuel, mais aussi un peu sur des traits de caractère, sur des traits de comportement. En fonction de la composition du microbiote, on peut avoir une tendance à avoir des comportements plus ou moins sociaux, par exemple, ou à prendre plus ou moins de risques. Et voilà, c'est assez étonnant. Et donc, c'est intéressant, oui, de se pencher sur le fonctionnement de ce deuxième cerveau qui est hyper connecté avec le cerveau central par le nerf pneumogastrique, le nerf vague. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour en prendre soin, comme on prend soin de son cerveau premier, eh bien, c'est très vertueux. Alors, on rentre justement du coup sur le terrain un peu du mental et puis en lien forcément avec les émotions. C'est un des sujets de Valérie. Valérie, peut-être que voilà, les émotions étaient très, enfin dire mises à mal, en tous les cas sollicitées durant cette année. Comment toi tu vois, on va dire, tu analyses ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai que notre système émotionnel, il travaille beaucoup. D'ailleurs, tant mieux, puisque c'est une façon de rééquilibrer. Et déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Estelle. C'est vraiment important qu'on remette au goût du jour, qu'on vulgarise, qu'on soit sensibilisé, qu'on soit informé de toutes les ressources de santé qu'on a chez nous. Et qu'on soit rassuré, qu'on puisse avoir aussi confiance dans la santé. Moi, j'ai trouvé pendant cette période que c'était, on avait beaucoup passé notre temps à chercher la maladie plutôt que de trouver la santé inhérente du corps, et on a énormément de mécanismes. Après, il faut en prendre soin, il faut déjà les connaître, il faut savoir les utiliser. Et pour continuer avec ce que tu dis, Benjamin, sur les émotions, c'est vrai qu'on s'est, alors on était devant les attaques virales, et en même temps il y avait une autre couche d'attaque émotionnelle quelque part, puisque tout d'un coup on s'est tous retrouvés en mode survie. En mode survie plutôt qu'en mode une vie tout court, une vie fluide, où on est quand même là pour quelque part être en bonne santé, être joyeux. Et là, on s'est retrouvés confrontés en mode survie avec des annonces et des informations extrêmement anxiogènes qui nous ont tous ramenés dans des peurs très, très archaïques, du style l'insécurité profonde, l'incertitude, la peur de l'avenir, la peur de l'autre aussi, la peur de la maladie, la peur de la mort. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, dès qu'on est dans nos peurs les plus profondes, les plus archaïques, le système immunitaire, il est très, très, très sensible à notre état émotionnel. Et c'est bien connu que le stress affaiblit notre système immunitaire. Au-delà je sais qu'on travaille beaucoup aux ateliers durables, on travaille beaucoup sur les piliers de la santé, le physique, le mental, l'alimentation. Et c'est vrai que de ce fait-là, je pense qu'il y a une fenêtre d'ouverture pour reconnaître enfin le stress, et commencer à s'en occuper, non seulement parce qu'il affaiblit le système émotionnel, mais aussi parce que c'est une grande dimension de la santé. Et c'est aussi une occasion, je pense, pour reconnaître ce stress, même si parfois c'est un petit peu difficile de le reconnaître en entreprise pour plein de raisons, parce qu'on dit, oui, l'entreprise est un facteur anxiogène, mais en tout cas, c'est une opportunité et une ouverture pour dire, sensibilisons, formons, informons nos collaborateurs sur le stress, sur la gestion du stress, sur nos émotions, sur toutes les pratiques qui vont réduire le stress. J'en passe et des meilleurs, tout ce qu'on fait au sein des ateliers durables autour de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la régulation émotionnelle. Donc, c'est aussi une occasion de prendre soin de nos émotions en tant que facteur d'équilibre intérieur. Alors justement, formation des collaborateurs, Nathalie, collaborateurs, adhérents, enfin voilà, qu'est-ce que de ton côté tu as mis en place, notamment, je crois que tu as travaillé pas mal sur les questions de sédentarité. Oui, tout à fait. Alors là, c'était dans le cadre du premier confinement, justement suite au constat que j'ai énoncé tout à l'heure. On a mis en place un challenge donc à travers une application sur notre smartphone, c'est-à-dire c'est un challenge ludique pendant 15 jours
Donc les collaborateurs se mettent en équipe de 4-5 et tous les jours on va avoir un petit challenge à relever et qui nous incite à faire des pas. Les recommandations, c'est 30 minutes d'activité par jour. Et bien voilà, ça nous incitait à travers ce jeu à sortir sur l'heure où on était autorisé. Ce qui a été très intéressant, donc ça c'est on l'a fait avec un prestataire externe et on l'a fait finalement pendant 6 semaines et sur 3 sessions de 15 jours. Au fur et à mesure, ce qu'on a vu, c'est que c'est l'évolution du nombre de collaborateurs qui y participaient au sein de Mutualia. Et là, ce qui était intéressant, c'est que quelle que soit la région où on était, quel que soit le service dans lequel on travaillait, ça nous permettait de la remise en lien et un vécu commun qui était en dehors de nos dossiers de travail, nos sujets habituels. Et ça a été souligné par les collègues. Et ce qui est intéressant, donc j'ai fait passer une évaluation, un questionnaire d'évaluation. C'est que j'ai demandé aux collègues, est-ce que justement ces 30 minutes d'activité, vous les faisiez avant ce challenge? Et à 70%, ils m'ont répondu que non. Donc, ça les a sortis de la sédentarité dont parlait Valérie tout à l'heure. Et puis, est-ce que vous aviez pensé que ça améliorait votre condition physique de faire cette activité-là quotidiennement? Eh bien, oui, pour 71%. Et autour du lien social et de la convivialité, est-ce que ce challenge-là a contribué à développer notre lien et la convivialité aussi dans cette période-là? Et là, c'est près de 90% qui répondent oui. Donc, ça a été, ça nous a permis, en tout cas, de traverser cette période donc de manière un peu plus positive. Après, ça n'enlève pas tout ce qu'on a pu aborder. Donc ça, c'est ce qui s'est fait en interne. Et puis juste pour rebondir par rapport à ce que disait Valérie aussi sur les ateliers de gestion du stress auprès d'un certain nombre de nos adhérents, donc externes, que ça soit dans les entreprises pour lesquelles on est la mutuelle employeur, on met en place des ateliers gestion du stress, on met en place des actions de prévention et notamment avec vous les ateliers durables et vraiment pour prévenir en effet de tout ce qui peut découler comme symptômes liés à cette thématique-là, entre autres. Alors, tu citais tout à l'heure, Nathalie, un prestataire avec lequel vous avez travaillé là sur. On est là aussi pour se partager nos petits conseils, donc n'hésite pas. Voilà. Alors, c'est une start-up qui est basée sur Nantes et qui s'appelle Kiplin, Kiplin. Et donc, je travaille régulièrement avec eux. Ils sont agréés ministère de la Santé et donc ils développent différentes formes de jeux pour promouvoir l'activité physique, entre autres. Et pas que, mais voilà, c'est vraiment très très ludique et on s'en rend pas compte. Et moi, je vais parler de moi. Si je n'avais pas fait ce challenge-là, je pense que moralement, j'aurais pu tomber dans un état de déprime parce que le télétravail imposé comme ça et tout ce contexte anxiogène est vraiment venu me toucher par rapport à mon fonctionnement habituel et donc vraiment ça a été vraiment bénéfique en tout cas pour rebondir dans cette période-là, en tout cas pour moi. Merci pour ce témoignage. Du coup, si certains là certaines sur le chat veulent aussi réagir, et si vous avez mis en place aussi des actions dans votre structure, c'est l'occasion.
Voilà, je vois Julie qui réagit, qui nous dit que ils ont mis en place aussi le challenge Keep Clean et qui termine ce dimanche. Donc, j'espère que ça aura le même succès que chez Mutualia. Voilà, si vous avez d'autres actions que vous avez mis en place, c'est l'occasion de partager entre vous et j'en profite pour dire que demain également on aura un moment voilà qu'on a appelé le grand débat où on sera là justement pour partager un certain nombre d'outils que vous avez mis en place pendant cette année, que vous avez envie de vous recommander entre vous sur les questions de santé et puis plus largement sur des dispositifs RH. Valérie, allez-y. Alors du coup, Benjamin, oui, excuse-moi. Et puis, alors juste à la sortie de ce premier confinement, justement, il y a beaucoup de collaborateurs qui se sont plaints aussi de tensions, de maux, et on parlait aussi de problèmes de vision, enfin voilà, tout ce que l'hyperconnexion avait pu déclencher. Et du coup, on a proposé 6 séances de yoga sur chaise, donc avec yogistes, auprès des collaborateurs. Donc 6 vendredis d'affilée, on avait passé un questionnaire dans l'entreprise pour voir quel était le créneau le plus adapté. Tous les collaborateurs de Mutualia pouvaient se retrouver au même moment en live pour suivre une séance de yoga et avec la possibilité d'avoir un replay. Donc, c'est quelque chose qui est mis sur notre intranet. C'est une ressource que les collaborateurs peuvent utiliser quand ils le souhaitent. Voilà. Super. Valérie, donc on parlait donc là à l'instant de yoga sur chaise, de comment on arrive à sortir. Là, on approche d'une demi-heure de réunion. Est-ce que toi, t'as des astuces ou des trucs justement pour quand on est comme ça coincé sur sa chaise et que peut-être certains vont enchaîner avec une autre réunion derrière pour sortir un petit peu de ça? On est vraiment parfaitement on time parce que là, tu vois, il est 10h27 et il y a une préconisation qui dit essayez de vous lever toutes les 30 minutes. Et si on regarde alors ce dont parlait Nathalie est vraiment intéressant, donner un cadre à une activité physique. Mais là, ce qu'on va aborder, comme tu dis, Benjamin, c'est la sédentarité, c'est la rupture de sédentarité. Et alors, c'est simple comme bonjour, la rupture de sédentarité, c'est que si la sédentarité, c'est je suis assis, il va déjà falloir que je me mette debout. Et on n'y pense pas, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est au bout de 30 minutes. On a besoin de se mettre debout. Je vais vous donner 2-3 petites astuces pour ça. Alors, c'est vrai quand on est… Comment ? On a le droit de te suivre et se mettre debout avec mais toi. bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, je suis prête, c'est pour les participants, on n'a pas accès à leur caméra. D'ailleurs, à ce moment-là, je vais vous dire, en visio, vous pouvez aussi couper la caméra. Ça, c'est aussi une des pratiques à faire de temps en temps. C'est vraiment couper la caméra pour ne plus pouvoir aussi se mettre debout, aller chercher un verre d'eau, parce qu'il y a vraiment une préconisation, c'est que toutes les 30 minutes, c'est important de se mettre debout et d'être en rupture de sédentarité. Et quand je vois la façon dont on est vissé à notre écran, visuellement et dans notre chaise, pour le corps est en souffrance. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pendant qu'on est debout. D'ailleurs, vous pouvez commencer à bouger, ça tout simplement. C'est vrai que c'est délicat quand on est en réunion officielle de le faire, mais quand on a la possibilité de fermer la caméra, c'est pas mal. Déjà, il y a une chose que je voudrais qu'on comprenne, et on va en parler debout, c'est que la chaise n'est pas du tout un élément naturel dans la nature. On va dans la forêt, on ne va pas trouver de chaise, et c'est vraiment un élément pour lequel le corps n'est pas fait. Et pourtant, on y passe 12 heures par jour, pour être tout à fait honnête. La chaise n'est pas un élément naturel et on est surtout des grands singes faits pour courir dans la savane. Donc là, on ne va pas se mettre à courir nécessairement, mais déjà le fait de se lever, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, alors ceux qui vont chez l'ostéopathe, peut-être de temps en temps, l'ostéopathe vous en a parlé, on a un muscle dans le corps qui porte le joli petit nom de psoas, P-S-O-A-S. Si vous voulez chercher sur Internet, vous allez trouver son nom. Et le psoas, en fait, c'est le muscle qui permet de faire ce que je fais, c'est-à-dire, c'est le grand fléchisseur de la jambe. Et figurez-vous que ce grand fléchisseur de la jambe, qui est un très grand muscle du corps, eh bien, il est constamment en raccourcissement. Vous voyez, quand je suis assise dans ma chaise, eh bien, toute la sainte journée,
il va être raccourci. Vous voyez, c'est comme si c'était une petite ficelle qui, tout d'un coup, je le tire la ficelle, donc je raccourcis mon muscle et il va rester en raccourcissement à chaque fois que je suis assis. Si bien que si mon muscle reçoit l'information de je suis raccourci, eh bien, il va rester raccourci quand je vais me relever. Donc, l'idée, c'est en fait de se déplier. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de se remettre debout. C'est que les psoas sont moulés dans les chaises. Et je peux vous dire que ce psoas, c'est une des raisons majeures des lombalgies. Quasiment tous les ostéopathes vont aller travailler ce muscle du psoas. Et peut-être qu'on vous en a parlé. Donc, c'est vraiment important, toutes les 30 minutes, de faire un petit exercice, déjà se mettre debout. Et puis, vous voyez, ça peut être juste déjà se balancer. Vous voyez, on retourne dans la cour de récré et on va aller balancer sa jambe. Tout simplement, là, je ne vous parle même pas d'étirement, on n'est absolument pas dans l'activité physique dont parlait Nathalie. C'est vraiment se remettre un petit peu, vous pouvez le faire transversalement, histoire de dérouiller ici les grands fléchisseurs des hanches qui sont mis à mal parce qu'on est toujours assis et ça ne marche pas. Alors, pendant ce temps, vous pouvez aussi en profiter. Moi, je ne regarde même plus la caméra, c'est d'aller regarder au loin parce que l'air de rien, on est moulé dans nos chaises et en plus, on est moulé devant notre écran, c'est-à-dire qu'on accommode à moins de 50 cm de l'écran et c'est de temps en temps d'aller regarder par la fenêtre, juste en déverrouillant, vous voyez, les fléchisseurs de la hanche, qu'on appelle les psoas, et ça, on va le faire 20 secondes. Mais c'est de reprendre cette habitude de se lever régulièrement pour aller chercher un verre d'eau, c'est déjà bien, ou alors pour déverrouiller ces grands fléchisseurs que sont les psoas. Voilà, Benjamin. Je te donne le… Merci Valérie. Alors, j'ai l'impression que moi, mon chat en a profité aussi il s'est senti libéré. Il a voulu passer devant l'écran au moment où on faisait l'exercice. Il a senti la dynamique. Il a sorti un petit ballon aussi, un grand ballon. Oui, je suis assise sur un ballon, effectivement. Pas tout le temps, mais souvent au webinaire, en fait. J'utilise un ballon. On avait une question sur le chat relative à la chaise, justement. Comme c'est pas un élément naturel, que préconisez-vous pour vous asseoir devant notre écran toute la journée? Ballon yoga, par exemple. C'est déjà de changer, en fait. Ouais, c'est de ça. changer. Là encore, il y a toujours cette idée d'être moulé quelque part. Je suis moulée devant par mon écran, je suis moulée dans ma chaise. Donc, de changer et puis de bouger. On ne peut pas rester dans une même… Donc, l'idée du ballon est bien. Bon, après, le ballon, si on en a un, tant mieux, on peut l'essayer. L'idée du ballon est très bien. C'est d'essayer plusieurs chaises. De temps en temps, on peut passer un peu sur un tabouret. De temps en temps, on peut garder son fauteuil de bureau. Dernièrement, il y avait une de mes patientes qui me disait « Qu'est-ce que vous pensez des pédaliers ?» Parce qu'il y a maintenant, au niveau du matériel, il y a beaucoup d'innovations avec travailler debout, des bureaux qui permettent tout d'un coup de se surélever, justement. Pour une rupture de sédentarité, ça, c'est pas mal. Parce que j'aurais pu continuer quasiment à vous faire la visioconférence, vous ne seriez même pas aperçu que je bougeais, parce que le bureau aurait bougé avec moi. Donc, il y a des patients qui aiment bien travailler debout, et puis il y en a d'autres qui me disent « Non, moi j'ai essayé, ça ne me va pas du tout ». Après, j'ai envie de dire, essayez, il y a plein de solutions, et je pense que là-dessus, les RH ont aussi une possibilité de faire tester différents matériels. Il y avait une patiente qui me disait « J'ai reçu une subvention de 1 000 $. Bon, c'était une société américaine qui leur donnait 1 000 $ de subvention pour s'équiper en matériel. Et en disant qu'est-ce que j'achète? J'ai vu des pédaliers, est-ce que c'est bien? Et je lui disais écoutez, l'important c'est de pouvoir tester avant, parce que c'est sûr que dans les petits appartements, vous allez avoir si vous achetez ça, bon, déjà c'est un investissement, ça coûte autour de 600-700 €. Bon, si l'entreprise aide, pourquoi pas, mais c'est d'essayer. Il y a plein de choses à essayer et surtout de diversifier. Alors, je réponds pas trop à la question, mais les choix de chaises, au bout d'un moment, on en a marre. On prend une chaise, on prend le tabouret, on prend la chaise de la cuisine, on prend le fauteuil avec lequel on a pu s'équiper, et ça c'est bien aussi. On prend un ballon, on peut essayer de pédaler. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a vraiment beaucoup de nouveautés, et notamment ces histoires de pédalage pour sortir aussi de cette sédentarité.
À essayer. J'ai pas, en tout cas, je trouve que c'est quand même des bonnes idées. Maintenant, de là à s'équiper chez soi et de mettre ça dans son salon, je sais pas, mais en tout cas, tout ce qui va nous permettre de sortir du canapé. Hein. Parce que ça, travailler dans le canapé, déjà les canapés, moi, le corps aime pas trop. Mais alors, travailler en plus dedans, c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, voilà. j'espère que déjà, avec le petit exercice qu'on a fait, vous vous sentez un petit peu plus voilà, déverrouillé. J'espère que vous avez déverrouiller les fléchisseurs de la hanche qui sont pliés en deux tout le temps. Et raccourcis, hein. C'est la grande cause d'une lombalgie. Hein. Le psoas, regardez sur Internet, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais c'est vraiment un des grands muscles dont on peut prendre soin. Alors, un autre aspect dont on aurait intérêt à prendre soin, et c'est vrai que on a beaucoup entendu parler des problèmes de sommeil pendant cette année, liés à l'anxiété, liés aussi au fait de peu sortir. Estelle, est-ce que toi tu interviens souvent sur cette thématique? Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Tout à fait, oui. Alors les problèmes de sommeil sont antérieurs à l'épidémie. Hein. Ça fait quand même plusieurs années qu'on observe une grande diminution de la quantité de sommeil moyenne, la durée de sommeil moyenne chez les personnes qui travaillent. Et en fait, la courbe de la durée de sommeil descend autant que celle de la connexion sur les écrans monte. Il y a une concurrence de temporalité et les journées font toujours que 24 heures et du coup, eh bien, ces écrans ont tendance à venir mordre sur le temps de sommeil. Et au-delà de ça, alors pourquoi c'est important? Pour moi, le sommeil, c'est vraiment un socle qui est au carrefour de tous les sujets de santé. Hein, c'est-à-dire, à la fois, pour faire le lien avec le premier sujet, c'est le socle de l'immunité, puisque pendant la phase de sommeil profond, on a vraiment une action de stimulation du système immunitaire. Des études qui montrent que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont 4 fois plus de risques de contracter un virus que les personnes qui dorment plus de 7 heures par nuit lorsqu'on expose toutes ces personnes à un rhinovirus, un virus de rhume. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend beaucoup, il y a un consensus scientifique autour d'un seuil de 7 heures de sommeil par 24 heures. Ensuite, le sommeil est indispensable à l'équilibre émotionnel. Il y a vraiment un reset, un tri des informations, des émotions qui se fait pendant la phase de sommeil paradoxal en particulier, mais pas que. Et puis, voilà, le sommeil intervient sur toutes les fonctions vitales, y compris la régulation hormonale, notre rapport à l'alimentation. Elle est beaucoup pilotée par notre quantité de sommeil. Et puis, tout simplement, notre cerveau est très dépendant d'un temps de récupération pour maintenir ses capacités cognitives et maintenir une certaine efficacité au travail, en fait. Et alors, il y a une enquête qui date un petit peu de l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui indique qu'en fait, à peu près 8% des salariés auraient eu au moins une absence suite à une insomnie dans l'année. Donc ça fait, ce qui est assez logique, hein, c'est quand même très difficile de travailler après une insomnie, mais vous voyez l'impact en fait que peuvent avoir les problèmes de sommeil finalement sur l'entreprise et sur le travail, quoi. Et alors, là je pense que encore, pas mal pardon, excuse-moi, Estelle, tu disais pas mal de gens, du coup, je pense qu'on conscience un petit peu de ces enjeux, peut-être pas autant que ce que tu annonces, mais quand on est finalement RH ou quand on est acteur de santé dans son entreprise, est-ce que c'est facile d'aborder cette question-là du sommeil et comment on s'y prend? alors c'est vrai que ça touche à la sphère personnelle et en même temps, tous les services, toutes les informations qui ne sont pas imposées aux salariés, mais qui sont proposées aux salariés, tous les ateliers d'acculturation ou même d'appropriation pratique. Hein, dans les ateliers, on pratique la relaxation profonde, on pratique les techniques de respiration qui aident à s'endormir. Voilà, on va être vraiment sur des conseils très pratiques et surtout, il va y avoir un temps d'échange très important qui permet de répondre aux questions des personnes. Ça, c'est extrêmement bien accueilli et les entreprises s'emparent de plus en plus de ce sujet, à la fois parce que la qualité du sommeil impacte quand même quelque part la performance des personnes et à l'inverse aussi l'organisation du travail, les pratiques managériales, on va dire le niveau de stress généré par l'entreprise va impacter la qualité du sommeil. Donc en fait, c'est un sujet de santé publique, mais pour moi c'est aussi un sujet de santé en entreprise qui est vraiment majeur.
De plus, on pourrait ajouter que certaines entreprises mettent en place des espaces pour favoriser des temps de récupération dans la journée. Donc, comme il ne concerne pas que la nuit, il peut être largement, la récupération peut être largement encouragée, dans une certaine limite évidemment, en pratiquant des siestes flash ou des micro-siestes. Ça s'apprend aussi, hein, c'est pas toujours facile au démarrage, mais ça fonctionne très bien. Et voilà. Donc, c'est encore une fois une question. Mon grand dada, c'est l'éducation à la santé. Et là aussi, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour expliquer comment ne pas entraver le fonctionnement de la mélatonine, à quoi sert le GABA. Hein. Le GABA, il est au moins aussi important que la sérotonine, mais il y a un déficit de notoriété qui mérite. Le GABA, Estelle, pour les non-initiés? Alors, oui, mais si je dis le vrai nom, ça va être encore pire. C'est l'acide gamma-amylobutyrique. En fait, c'est l'extincteur de l'agitation mentale. Hein. C'est le neurotransmetteur qui va calmer l'activité mentale. Donc, quand on prend des anxiolytiques ou des somnifères, des hypnotiques, on va agir sur le taux de GABA en circulation. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir plutôt recours à des solutions naturelles, évidemment. Et les deux grandes façons de faire ça, c'est les techniques de relaxation. Autour des respirations ou des projections visuelles mentales. Et deux, les autres possibilités, c'est d'avoir recours à certaines plantes qui sont dites GABAergiques, c'est-à-dire en fait qui sont sédatives et qui peuvent aider. Alors, avant d'attaquer notre troisième partie, je répercute une question là sur le chat de Mathis qui nous demande quand réaliser les micro-siestes au milieu d'une journée, au cours d'une journée. Il y a une heure. Je dirais, alors traditionnellement, c'est plutôt en début d'après-midi parce que il y a un phénomène assez fréquent de coup de barre post-prandial, on dirait, c'est-à-dire juste après le déjeuner, à la fois lié à la digestion, mais lié aussi à nos rythmes biologiques. Après, ça peut dépendre des personnes. Hein. Des personnes qui vont avoir besoin plutôt d'une micro-sieste vers 17 heures, parce que là, on a notre système qui peut se mettre en place pour continuer sa journée et aussi enchaîner avec la deuxième journée, c'est-à-dire la vie privée, la vie familiale, les enfants, etc. Donc, ça peut être aussi plutôt au moment du coup de barre de 17 heures, parce que la micro-sieste ne va pas entraver la qualité de la nuit derrière, c'est ça qu'il faut avoir en tête, hein, si on la pratique correctement, puisque on va simplement profiter d'un temps de sommeil léger et pas entrer en sommeil profond. En revanche, ça permet vraiment, pour les personnes qui connaissent, hein, ça permet vraiment de redémarrer une deuxième journée en fait, hein, de pratiquer ça. Donc c'est vraiment un gain de temps, d'efficacité derrière en fait. Merci Estelle. Du coup, merci. Grâce à vous, du coup, on a abordé un certain nombre de leviers d'action. Nathalie, j'avais envie qu'on revienne sur le rôle pivot que peuvent jouer les RH. Hein. Aujourd'hui, on est là pour les RH contre-attaque. Et finalement, comment ils se coordonnent avec les autres acteurs? Comment, de ton côté, voilà, ça se passe chez Mutualia? Alors, nous, donc, suite à ces expérimentations l'année dernière, on a vraiment eu le souhait de lancer une démarche prévention en santé de façon structurelle dans l'entreprise. Et c'est là que moi je travaille évidemment régulièrement avec les RH. Sur ces sujets-là. Donc, on a lancé une newsletter qui est co-construite. Et là, on lance un questionnaire, donc là aussi qui est co-construit avec les services RH pour sonder les attentes et les besoins des salariés. En matière quelles seraient les thématiques qui les questionnent, qui les mobiliseraient le plus pour pouvoir mettre en place des actions tout au long de l'année qui répondent à leurs besoins et leurs attentes. Et cette dimension de co-construction, elle est très très importante parce que et pour intervenir aussi en entreprise, la direction, les RH peuvent identifier des problématiques, mais est-ce que ça va toucher l'ensemble? Est-ce qu'on touche vraiment le cœur, les problématiques réelles? Quelquefois, il peut y avoir un atterrissage un peu à côté et du coup, la mobilisation derrière des salariés, rendre acteurs les salariés de leur santé, c'est vraiment le parti pris qu'on a
dans l'entreprise et aussi à l'extérieur quand je travaille avec les DRH des entreprises dans lesquelles on est la mutuelle employeur. Ouais. C'est vraiment la co-construction et tous acteurs de la santé. Et de pouvoir, je dirais, enfin, notre rôle, c'est de pouvoir apporter de la connaissance, de l'information, des outils. Hein, on parlait de la sieste flash, la micro-sieste, pour que chacun, en fonction de ses besoins, puisse les utiliser. Moi, je me positionne, je positionne la prévention et co-construite avec les DRH à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, alors peut-être Valérie, sur qu'est-ce qui est du ressort finalement, comme dit Nathalie, de la responsabilité individuelle, qu'est-ce qui est du ressort finalement de l'équipe, et est-ce qu'on peut intégrer peut-être les managers dans cette approche, et qu'est-ce qui est du ressort de l'organisation? C'est vrai que c'est toujours déjà respecter le besoin individuel de chacun, mais c'est déjà l'informer, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que les collaborateurs ne savent pas. Ah bah tiens, oui, je pourrais me lever plus souvent. Ah bah tiens, oui, je pourrais faire une sieste. Ah bah tiens, je pourrais me lever, mettre ma bouteille d'eau un petit peu plus loin. Ah bah tiens, je pourrais éteindre la caméra pendant certains temps de visio. Ah bah tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et en fait, il y a énormément de choses, des petites choses, et ensuite chacun va picorer en disant bah tiens, si je suis amenée à m'interroger sur des questions simples, comment rester assise moins longtemps, comment faire un petit peu plus d'activité physique sans faire une pratique sportive, je vais pouvoir me constituer ma petite routine à moi, mon petit rituel qui n'intéresse que moi, mais en même temps, j'y ai été formée. Là-dessus, l'entreprise a une vocation de proposition, de sensibilisation, de formation. Après, ce qui est encore mieux, c'est de mettre ça sur le plan un petit peu plus collectif, équipe. C'est le fait de dire, au niveau de l'équipe, est-ce qu'on pourrait se faire des petits rituels du genre, quand on se fait la visio du lundi, la visio et la réunion d'équipe qui dure plus d'1h30, et il y en a un qui, au lieu d'être maître du temps, il peut être aussi un peu maître de la sédentarité. Et après, chacun va trouver ses rituels. Et ça, c'est peut-être un petit travail d'intelligence collective au sein de l'équipe. Mais en même temps, on a donné un cadre pour le faire en disant, tiens, est-ce que vous seriez d'accord pour réfléchir sur ces sujets-là collectivement, sur le mode du jeu, comment on pourrait, au sein de notre équipe, faire un petit peu des choses autour de la rupture de sédentarité et de l'activité et de l'inactivité physique. Donc, là-dessus, il y a une animation qui peut être suggérée par le manager ou qui peut être encadrée avec les RH. Mais il y a plein de choses à faire, parce que ce qui me paraissait, moi, quand je travaillais dans l'industrie complètement, mais c'était impossible, inconcevable qu'on puisse tout d'un coup se mettre s'étirer ou à faire des choses, ça commence à entrer. Ça commence à venir, et ça va changer. Ça va, le fait de dire tout d'un coup il faut ne serait-ce que téléphoner en marchant, dire maintenant je vais pas rester à mon bureau pour téléphoner. Il y a un changement, parce que le corps a juste besoin de revenir dans son attitude naturelle, qui est de bouger, quoi, d'être dans cette dynamique. Ça me fait penser, on organise des fois des ateliers batch cooking en équipe, où les gens peuvent faire un peu la cuisine, mais en mode saine et durable, quoi. Donc c'est un petit peu aussi de ce type peut-être de pratique ou qui à la fois donne des conseils santé, et en même temps c'est quelque chose qui renforce aussi la cohésion, quoi. Enfin, qui fait que les gens se sentent s'amusent ensemble aussi. Oui, donc le cadre dont parlait Nathalie et qui a eu du succès, de mettre plus d'activité physique, de rassembler les gens, de rythmer, il peut être rythmé aussi sur des choses très simples, autour de la rupture de sédentarité, il y a plein de choses à faire. Et comme on dit, dès qu'on retourne dans le corps, ça va quand même mieux. On sort de cette espèce de surcharge mentale dont on souffre tant, ou d'épuisement mental. Donc, il y a plein de choses à faire individuellement et collectivement au niveau de l'équipe. Je vois qu'on réagit sur le chat. Je vois Sabrina qui dit aussi proposer aux salariés de sortir marcher en extérieur lors de sa pause déjeuner. Tout simplement. Ouais.
Ouais, c'est ça, se créer des rituels d'équipe, individuels. Et ça, là-dessus, on peut inciter à faire ça en animant des petits ateliers tiens, qu'est-ce que je peux faire pour bouger plus, pour sortir de ce moule fauteuil ordinateur. Et ça peut être animé. Et coordonné, en tout cas. L'entreprise a un cadre à donner. Ouais. Alors, on approche doucement. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que si vous avez des questions déjà à poser à nos invités, je vous invite à les indiquer sur le chat. Est-ce que voilà, Estelle, en attendant peut-être que les questions arrivent, comment toi tu vois les semaines, les mois qui se préparent. Est-ce que on a quand même l'espoir d'une sortie de crise, voilà, prochainement, mais est-ce que finalement les problèmes risquent pas de se reposer, quoi? Alors, moi, j'ai envie d'être optimiste parce que finalement, depuis 1 an, nous avons appris à vivre avec ce virus, avec une application des mesures d'hygiène beaucoup plus sérieusement qu'auparavant, ne serait-ce que ça. Et puis, au-delà de ça, je vois que depuis peu se déploient des approches beaucoup plus holistiques de la prévention. Et les personnes aussi se mobilisent beaucoup plus vers ça. On a vu beaucoup depuis le premier confinement des séances de sport en ligne se mettre en place, se démocratiser les techniques de respiration, un intérêt, tu en parlais, pour l'alimentation santé. Il y a eu finalement avec cette épidémie une prise de conscience que tout est lié un petit peu. C'est-à-dire que notre vulnérabilité face au virus, elle dépend un petit peu, en partie, de nous et de nos habitudes de vie. Et finalement, plus on va avoir un mode de vie en rapport avec nos besoins réels et humains, plus on va être protégé, quoi. Et je vois aussi que les équipes RH passent d'une approche assez défensive, il y a beaucoup de vues sur la sécurité, avec mesures de protection, etc. Là, on arrive beaucoup plus sur des entreprises le faisaient déjà avant, bien entendu. On arrive aujourd'hui sur des programmes plutôt de promotion de la santé et vraiment d'approche de la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire, de comportement de santé. Voilà. Et puis là, le printemps arrive, ça va nous permettre de sortir avec 2 conséquences très positives, très prometteuses pour nous. C'est d'abord le fait de sortir, ça réduit l'exposition virale par définition. Là, ça réduit la charge virale de l'environnement dans lequel on évolue. Et puis, ça nous donne l'occasion d'avoir plus de contact avec la nature. Ça, c'est un de mes autres grands dada. La nature, c'est vraiment notre source d'énergie première, notre source d'énergie vitale. Et puis, on sait, tout contact avec la nature a une action anti-stress immédiate et assez durable. Et puis, même tout contact avec la nature va renforcer aussi nos défenses naturelles. Donc, voilà, sortez dans la nature. Je vois que même à l'intérieur, chez toi, Estelle, il y a des arbres derrière sur les tableaux, des plantes, etc. Donc, même à l'intérieur, on peut avoir un contact naturel. Je suis cernée, oui. Alors, on a quelques questions sur le module de chat, notamment des recommandations d'applications qui pourraient combiner challenge d'activité physique et autres défis. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. On a déjà quelques partages, dont la fameuse application Petit Bambou qu'on partage souvent, nous, de notre côté, après certains webinaires. Sinon, on a Sixtine qui nous demande comment faire si on a du mal à s'endormir. C'est une question plus globale, auquel on aura peut-être du mal à répondre en quelques minutes. Et oui, c'est un grand sujet qui dépend beaucoup de chacun. En fait, il faut effectivement une conjonction de plusieurs facteurs qui vont tourner autour de l'alimentation, de l'état émotionnel avant de s'endormir, de l'environnement de la chambre aussi. Il y a plein de petites choses en fait qui peuvent être réglées. En fait, ça dépend beaucoup de chacun. Alors, donc, soit je déroule tout, mais j'en ai pour 1 heure. Soit ça paraît effectivement un premier niveau de réponse. Mais c'est une grande question qui nous est souvent posée en webinaire. Mais on a ce webinaire sur la qualité du sommeil, justement, qui est animé par Estelle et
et qui répond à ce type de questions. Julie nous dit, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel, il est à tout moment différent et on respire. Il y a un atelier qu'on délivre beaucoup ces derniers temps, c'est celui sur la relaxation oculaire aussi. Je pense à ça, mais tout ce qui a trait au yoga des yeux, justement, pour un peu muscler ses yeux, qui souffrent aussi de cette sédentarité forcée. On a beaucoup de recommandations d'applications. Le programme d'activité de United Heroes. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, Estelle, sur le fait que finalement, il y avait toutes ces actions qui se mettaient en place autour de la promotion de la santé. On sortait d'une culture un peu de la sécurité et défensive. Et puis là, c'est vrai que le virus nous a ramené sur finalement un peu une dimension assez hygiéniste de la santé. Et voilà, on est en train de se rendre compte que finalement, les virus, ils sont là depuis longtemps, et en fait, on va en rencontrer d'autres, et il va falloir de toute manière les intégrer à nos vies et notre manière d'envisager la santé. Maintenant, si on se place dans justement une perspective un peu plus lointaine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est aussi la question qu'on pose à nos invités. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au RH du futur en matière de santé? Et qu'est-ce qui peut je pose une question générale à tous nos invités, si quelqu'un souhaite répondre. Pour moi, voilà. Évidemment, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais pour moi, c'est un très beau sujet RH, en fait, de travailler sur cet aspect-là, de promotion de la santé et du bien-être, en fait. Moi, je parle de vitalité. Derrière ce mot vitalité, je réunis ces notions et bien-être immédiat et santé à moyen et long terme. Parce qu'en général, quand on adopte des pratiques de bien-être, dit de bien-être, eh bien, c'est les mêmes gestes qui vont protéger la santé dans le temps. Voilà, voir que les RH aient du temps pour mener des actions, des programmes qui s'inscrivent dans la durée, parce qu'on sait que les changements d'habitude, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais les changements d'habitude, on sait que c'est pas si évident. D'abord, à la base, il y a une question de motivation. On trouve moins d'applis qui travaillent sur la motivation. Alors, mon fils m'a parlé d'une appli qui s'appelle Fabulous, qui aide justement à se mettre des routines et à trouver de la motivation pour faire tout ça, pour s'en souvenir, etc. Et puis inscrire les choses un petit peu dans la durée, voilà. Et c'est vrai que voilà, il faut inscrire c'est des prises de conscience progressives à travers différentes actions, et petit à petit, ça nous aide à les intégrer, à les intégrer dans notre quotidien, quoi. Je sais pas, Nathalie. Alors moi, pour l'avenir, je pense que en effet, c'est aussi quelque part de déconstruire, parce que nous, on est une génération où, voilà, on a une relation aussi au travail, et là, c'est aussi à travers ces actions, c'est déconstruire des croyances, des pratiques aussi. Et là, les RH ont aussi toute leur place pour impulser des réflexions, des expérimentations. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Cette période de confinement, finalement, ça a été une belle opportunité pour notre entreprise pour accélérer, je dirais, cette mise en action et ces expérimentations. C'est parce qu'on va avoir ce vécu commun aussi qu'on va impulser des nouvelles dynamiques. Et pour moi, les RH, à travers des groupes de travail autour de la santé, du bien-être dans l'entreprise, peuvent être des impulseurs de ces nouvelles façons aussi de promotion de la santé, et puis voilà, de nouvelles formes de travail aussi. Déconstruire pour reconstruire. Valérie, un mot avant de terminer, peut-être? Eh bien, je finirai par un des mots du fondateur de l'ostéopathie que j'aime bien, qui était un homme du 19e siècle aux États-Unis, et qui disait « Trouver la santé plutôt que la maladie ».
de quoi méditer pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent aujourd'hui. En tout cas, merci à vous quatre pour ce bon moment. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. Alors pour celles et ceux qui le souhaitent pour discuter de communication RH sur le thème la parole impeccable existe-t-elle. Donc là aussi, on va avoir un beau débat. Et puis demain pour justement le grand débat où vous pourrez échanger sur qu'est-ce qui vous rend fier dans votre métier de RH et quelles sont les bonnes pratiques que vous avez envie de partager entre vous. Voilà. Merci à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.